sans la réactivité du gouvernement, je pense que beaucoup d'entreprises auraient disparu du secteur. Au fur et à mesure de l'épidémie, tous les angles morts ont été petit à petit comblés et rendus visibles, et tous les secteurs d'activité ont ainsi eu et obtenu des aides. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe Chaplon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du syndicat national des entrepreneurs de spectacle. À l'occasion des présidentielles, le syndicat, le SNES, a publié une liste de 6 priorités sur lesquelles j'aimerais que l'on revienne dans cet entretien. Mais avant cela, j'aimerais juste parler de quel est le bilan que vous faites des 2 années qui viennent de s'écouler. Quelles ont été, est-ce que les aides reçues ont été à la hauteur des enjeux, des difficultés que vous avez, vous, perçues en tant que syndicat, et est-ce qu'il reste des angles morts que vous aimeriez peut-être voir régler dans les semaines, les mois qui viennent? Alors, ce sont été ces 2 dernières années, des années, comme vous en doutez, très difficiles pour le spectacle vivant. Pourquoi ? Parce que nous avons été arrêtés et interdits d'exercer notre activité, puisque les théâtres ont été fermés pendant longtemps, ainsi que les scènes musicales, et il a fallu dans un premier temps donc comme tout le monde, passer ce cap de stupéfaction, de l'arrêt total de l'activité et de la rencontre d'une épidémie. Si vous faites un petit travail rétrospectif, souvenez-vous des premiers confinements, c'était complètement hallucinant si on y pense. La demi-heure de sortie par jour, enfin tout ça, c'était véritablement donc une sidération pour les entreprises. Et donc pendant les premiers mois, la première question ça a été mais comment on va faire pour survivre et comment on va faire par rapport à tous les engagements qui ont été les nôtres, qui ont été pris par rapport au public et par rapport aux partenaires des spectacles, c'est-à-dire les salles de spectacle. Donc le grand travail, donc contrairement à beaucoup d'entreprises de la profession, les syndicats ont eux eu énormément de travail parce qu'il a fallu accompagner tout cet arrêt de l'activité et il a fallu faire le go-between entre les besoins des professionnels, des producteurs et des salles de spectacle et des artistes et avec les pouvoirs publics pour voir quelle était la réponse la plus adéquate qu'on pouvait apporter à cette situation. À cette occasion, je dois dire que l'action du gouvernement était exceptionnelle en tout point sur ce plan. Véritablement, sans la réactivité du gouvernement, je pense que beaucoup d'entreprises auraient disparu du secteur. Véritablement, on a été soutenu d'un point de vue économique, mais pas que, avec une prise en compte des uns et des autres. Et je crois savoir que au fur et à mesure de l'épidémie, tous les angles morts ont été petit à petit comblés et rendus visibles, et tous les secteurs d'activité ont ainsi eu et obtenu des aides. Donc ça, c'est très important. Je trouve que l'ensemble de la profession a vraiment bien, pour l'instant, encaissé le choc. Alors évidemment, il n'y a pas de je dirais, de difficultés totalement écartées. Maintenant, nous tournons vers les pouvoirs publics pour le redémarrage. Voilà, maintenant la question qui se pose, ça on l'a bien vu, nous avons organisé, nous avons reçu sur ce plateau les scènes de musiques actuelles, le SMA, le syndicat de musiques actuelles, et puis la Fedelima récemment, qui nous disait le grand problème, c'est le retour des publics. Une enquête du ministère de la Culture en septembre dernier parlait d'une perte de personnes qui venaient au spectacle avant, alors là on parlait de musique, et qui n'y viennent plus, de l'ordre de 40% de pertes, 40%, c'est énorme. Est-ce que aujourd'hui, printemps 2022, vous observez aussi cette difficulté de redémarrage? Alors nous, on l'observe dans tous les champs artistiques, puisque nous avons tous les champs artistiques qui sont présents au syndicat.
Donc, il faut pas oublier que les concerts debout ont été interdits jusqu'à il y a encore très peu de temps. Jusqu'au mi-février dernier. Voilà. Et donc, effectivement, le public a été carrément empêché. Actuellement, les spectacles ne font pas le plein, tous dans leur grande majorité. Je veux dire, certains marchent. Et puis d'autres sont effectivement victimes de cette situation. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est redonner confiance au public, et non seulement confiance, parce que je ne sais pas s'il y a une très grande une perte de confiance, mais surtout une perte d'usage, d'habitude du public. Bon, en ce moment, ils sont quand même très sollicités. Déjà, bon, il y a une élection présidentielle, même si c'est pas forcément central pour tous les publics, mais il y a également les événements en Ukraine. Donc, il y a véritablement, je veux dire, un redémarrage qui a besoin d'être encadré. Et comment on peut faire ? C'est ce qu'on fait avec le ministère de la Culture, c'est ce qu'on fait avec des organismes. On fait comment ? Bah, Parce qu'on va pas forcer on va pas faire du porte-à-porte pour dire allez-y ou... Non, mais je pense qu'il faut communiquer sur l'état d'esprit du spectacle, sur l'état d'esprit des professionnels du spectacle, et rappeler, je veux dire, sans cesse que les spectacles sont là et que ça marche. Je veux dire, vraiment, c'est un travail de reconquête. Vous savez, en 1980, ça paraît loin pour tout le monde, mais je veux dire, à l'époque, quand on mettait des places de concert en vente, on n'avait pas le phénomène qu'on avait avant post-Covid, pré-Covid, où les places se vendaient en quelques heures, je veux dire. Avant, on avait des confirmations de places qui étaient beaucoup plus tardives. Donc on a pris effectivement des habitudes ces dernières années, je veux dire, de réactivité du public sur des mises en vente de places, je veux dire, auxquelles on a un peu perdu l'habitude, pour lesquelles on a un peu perdu l'habitude, et c'est ça qu'il faut qu'on réinstaure. Mais bon, c'est l'offre de spectacle qui va, je veux dire, recréer les habitudes. Bon, évidemment, toute la vie des festivals, la saison des festivals arrive, donc c'est maintenant l'heure fatidique et l'événement très important. Par exemple, nous, on a beaucoup de spectacles également dans le secteur théâtral, en Avignon. On a déjà à peu près annoncé 150 spectacles pour nos adhérents qui seront en Avignon. Les autres années, on en avait 200, et en 2019. Donc maintenant, il faut recréer l'envie, non seulement l'envie et la confiance, parce que la difficulté pour les producteurs, c'est de relancer la machine. Et c'est ce qu'on demande au ministère de la Culture, c'est véritablement de nous accompagner dans le redémarrage, et bien comprendre une chose, c'est que quand un producteur remet un spectacle en vente, ben, il reprend le risque total, parce que c'est lui qui lance la billetterie, et si la billetterie n'est pas là, ben, on ne peut pas continuer l'activité de producteur. Dans le retour des publics, il y a un point que vous mentionnez dans le communiqué, enfin un point d'intention, parmi vos 6 priorités, ce sont les jeunes. Vous écrivez « Les jeunes étant de plus en plus éloignés du spectacle vivant ». À quoi voyez-vous ça, déjà d'une part ? Et puis d'autre part, on a l'impression que justement les jeunes sont les publics peut-être sur lesquels les pouvoirs publics sont le plus vigilants. On pense... Alors, on peut penser ce que l'on veut, et j'en pense beaucoup de choses, du Pass Culture, mais c'est quand même un dispositif en place pour les jeunes. Il y a énormément il y avait le kiosque jeune, il y a toutes les aides, enfin alors là, on parle dans la sphère publique, le SNES étant un syndicat d'entrepreneurs privés, mais il y a toutes les aides qu'ils accordent aux scènes pour pouvoir accueillir des publics scolaires. Il y a toute une politique culturelle pour la jeunesse. Il y a une politique culturelle pour la jeunesse, mais c'est pas parce qu'il y a une politique culturelle pour la jeunesse qu'il faut pas l'amplifier. Et une chose qu'on a constatée, et ça c'est d'ailleurs ce qui est constaté également dans le secteur du cinéma, les prix de place sont quand même assez élevés. Même s'il y a des opérations pour les premières représentations, notamment à Paris. Nous, ce qu'on demande, c'est, par exemple, 10 € la place, et qu'il y ait un financement qui soit mis en place par le ministère de la Culture, par une contrepartie, je veux dire, par un versement, une contrepartie pour le producteur, parce qu'évidemment, nous, étant producteurs privés, on peut difficilement jouer à perte. Donc, mais par contre, ce dont on a besoin, nos spectacles vont dans le secteur public, puisqu'ils sont tout au long de l'année diffusés dans le cadre de tournées. Alors que ce soit des concerts, que ce soit des pièces de théâtre ou que ce soit du cirque, cette aide sur l'achat de place à un prix de 10 € par place, je pense que ça peut être un réflexe
qui peut être pris par les jeunes et que effectivement, peut-être au niveau du théâtre, on a peut-être plus de difficultés à retrouver les jeunes dans les salles. Je pense à la musique classique où on a une population qui est plutôt autour de la soixantaine pour les spectacles, l'opéra, et je pense aussi les concerts de musique actuelle, où là il y a beaucoup de jeunes, évidemment, hein, c'est vraiment un public beaucoup plus jeune, mais effectivement, s'il peut y avoir un petit stimuli sur les prix de place, je pense que c'est important, surtout à un moment où on veut redémarrer. Il ne faut pas croire que tous les concerts, debout ou assis, de musiques actuelles, sont complets, sont pleins. Je veux dire, il y a les têtes d'affiche qui sont pleins, mais il y a quand même tout le développement artistique et culturel, tous les jeunes artistes, tous les groupes qui passent dans les scènes de musique actuelle, justement, c'est pas forcément des gens qui remplissent des stades. Donc, je veux dire, heureusement, tout le monde ne remplit pas des stades, mais c'est ça la diversité, et ça permet d'aider d'une certaine manière toutes les diversités des spectacles. Dans votre communiqué, vous parlez aussi de la concentration, du phénomène de concentration qui fait que de plus en plus de scènes, de salles, de lieux intègrent des grosses structures et vous demandez une aide aux indépendants. Comment voyez-vous Alors, de fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi dans notre table ronde sur les musiques actuelles. Hein. Ils dénoncent ce phénomène-là, des Live Nations qui viennent s'emparer de tel ou tel lieu, et d'autres grands groupes américains notamment. Quel est le constat que vous faites exactement? Comment voyez-vous ce phénomène de concentration? Est-ce que vous l'avez vu s'amplifier pour que vous en fassiez une priorité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est accéléré? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais stigmatiser personne, je ne vais pas donner de nom, parce que c'est pas notre rôle. Hein. Notre rôle, c'est d'alerter les pouvoirs publics pour que la diversité puisse continuer comme elle a toujours existé en France. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est cette concentration, mais qui est due finalement à une mesure qui existait auparavant et qui, du fait de l'Europe, c'est pas du tout contre l'Europe, mais c'est une directive, et c'est pour, soi-disant, améliorer la concurrence et pour qu'il n'y ait pas de problème de défaut de concurrence vis-à-vis des pays européens, il y avait une disposition dans l'ordonnance de 45 qui empêchait tout producteur ou toute personne d'avoir plus d'une licence 1, c'est-à-dire licence de lieu spectacle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été supprimée au nom de la concurrence, de la libre concurrence, et évidemment, la concurrence n'a pas manqué, et elle s'est livrée tout d'abord, d'ailleurs, dans le secteur des musiques actuelles, puisque ce sont effectivement la course au Zénith, la course aux grandes salles, la course au festival, et puis dans le secteur théâtral, la course aux salles de spectacle. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des groupes qui se sont, je veux dire, intéressés au spectacle vivant et qui détiennent finalement des salles, les plus belles salles finalement de spectacle, qui ont fait extrêmement augmenter les prix des salles de spectacle, qui fait qu'aujourd'hui, un indépendant a très peu de chances de pouvoir acquérir une salle de spectacle. Il en est de même pour les appels d'offres, où on se retrouve en face de gens qui ont des dimensions économiques qui sont pas du tout les mêmes que celles de structures indépendantes. Et donc là, on alerte le gouvernement et on dit « Attention, si vous voulez que la diversité puisse perdurer, qu'on puisse continuer à diffuser les spectacles en France comme on l'a vu, qu'on puisse découvrir des talents, que ce soit dans le secteur de l'humour, que ce soit dans le secteur musical, dans le secteur théâtral. Il faut permettre à tous ces producteurs de pouvoir jouer leur rôle, c'est-à-dire non seulement de produire, mais aussi de pouvoir faire venir des artistes de leur salle. C'est aussi pouvoir faire du développement et acquérir des salles éventuellement dans le parcours d'un producteur. Et donc, c'est ça qu'on est en train de dire au gouvernement. Attention, on ne pourra plus le faire dans quelques temps. Je veux dire, il faut regarder, je veux dire, à l'échelle de Paris, vous regardez le Monopoly des salles de spectacle et vous comprendrez ce qui se passe. Comme autre soutien aux producteurs, il y a ce phénomène donc de captation des spectacles qui s'est complètement amplifié avec la crise sanitaire et les restrictions politiques qui y sont liées. Vous demandez, vous réclamez un droit de producteur. Alors qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors oui, on demande à l'ère numérique. C'est très important de comprendre qu'on est dans une ère numérisation
qui est totalement différente de celle au moment où le droit voisin a été mis en place par une loi en 1985. D'accord ? Et donc, à l'époque, on a toujours demandé la reconnaissance pour le producteur de spectacle d'un droit voisin, et on nous opposait le fait de la matérialité, car vous savez que les droits voisins ont été inventés à un moment où il y a eu une duplication, une multiplication des supports, et donc on pouvait reproduire un spectacle en achetant un magnétoscope ou un magnétophone, et finalement une œuvre qui existait pouvait être dupliquée par un particulier. Donc on a créé, je veux dire, la copie privée à partir de l'existence même de ce support qui était multiplié. Donc nous, quand on a demandé le droit du producteur, on nous a dit « mais non, vous risquez rien, vous êtes du spectacle vivant, donc on peut pas vous dupliquer ». Et à l'ère numérique, de l'immatérialité, et donc là on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de duplication de la matérialité d'un disque. On est dans un système où c'est le spectacle qui est capté par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre, et qui va être diffusé sans qu'on puisse s'opposer, puisqu'on n'a aucun droit du producteur, en disant mais c'est notre spectacle qui est reproduit dans la chaîne du numérique, et nous sommes les seuls à n'avoir rien dans l'échelle de valeur et dans la rémunération prévue par les différents organismes, ou les différents lois d'ailleurs, qui prévoient des rémunérations pour l'utilisation des œuvres. Et au vu des 2 années, il y a cette problématique que vous avez dû soulever donc depuis quelque temps. Elle a eu un écho quelque part, ou... Alors, elle a eu un écho auprès de certains candidats à l'élection. J'ai hier questionné Mme Pécresse, puisque j'ai été l'écouter, et ça m'a donné l'occasion de demander si dans son programme serait prévu la mise en place d'un droit du producteur. Il m'a été répondu oui, donc je veux bien attendre. J'attends, j'ai été également écouter les propositions du candidat Macron. Là aussi, nous demandons la mise en place d'un droit du producteur. Je crois que c'est véritablement fondamental. Donc c'est quelque chose quand même, c'est une musique qui fait son chemin dans la tête des... Exactement. Et je pense que c'est véritablement, pour développer le spectacle vivant, pour le soutenir, il faut que... Et c'est d'ailleurs ce qu'on propose. On propose, s'il y a un droit du producteur, évidemment de mettre en place le dispositif légal et conventionnel de l'engagement des artistes et des techniciens qui vont participer à ces captations, et de prévoir la rémunération de ces personnels, ce qui n'est pas prévu dans notre convention collective. C'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait une annexe sur les captations, un texte sur les captations, dans le cadre de la convention du spectacle vivant privé, pour qu'on puisse répondre en même temps à cette nécessité, puisqu'il va y avoir un droit du producteur, et ben à cette possibilité de capter nous-mêmes nos spectacles, puisque aujourd'hui, dans la convention collective, ne sont pas prévues les rémunérations et l'emploi des fonctions des personnels liés aux captations. Ma dernière question portera sur le rapprochement public-privé. Alors, pour avoir déjà écouté, lu vos communiqués, écouté vos conférences de presse ou d'autres rendez-vous auxquels j'ai pu me rendre, c'est un cheval de bataille depuis longtemps. Une des propositions que vous faites, et que je ne crois pas avoir lu en tout cas jusqu'à présent de votre côté, c'est la création d'une sous-délégation ou d'un sous-secrétariat au spectacle vivant privé. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui au ministère? Quels sont vos interlocuteurs au ministère, et pourquoi cette demande si spécifique? Alors, écoutez, déjà, premièrement, j'aurais tendance à dire que ces dernières années, nos entreprises sont toutes subventionnées, puisque nous avons tous bénéficié d'aides très adaptées et parfois assez importantes de la part du ministère. Donc, ce qui prouve bien que l'importance du secteur privé, il faut toujours se rappeler que le secteur privé, en termes d'emploi, pèse la même chose que le secteur public, en termes d'activité aussi, et en termes de nombre d'entreprises. C'est de l'ordre de 10 000 entreprises dans le secteur privé. Donc, et on a bien vu, on a bien vu que le ministère de la Culture était très réactif en cette période de crise. Et pour nous, je pense que c'est le moment de demander à ce qu'il y ait des spécificités du secteur privé soient traitées par le ministère de la Culture et soient à part entière, et qu'il y ait une délégation qui soit consacrée aux activités. Parce que pour l'instant, il n'existe rien. Non, pour l'instant, nous nous adressons à la DGCA. Nous sommes écoutés, je ne dis pas que nous ne sommes pas écoutés. C'est pas du tout une plainte de notre part. C'est un constat de fonctionnement avec les pouvoirs publics qui nous fait dire que
si vous regardez le tourisme, il y a un ministère du tourisme et qui englobe toutes les activités touristiques, je veux dire, et qui sont essentiellement privées d'ailleurs. Donc, je pense que la DGCA, je veux dire, pourrait fonctionner sur effectivement ces deux piliers que sont pour le spectacle vivant, le spectacle vivant public et le spectacle vivant privé. Merci beaucoup, Philippe Chaplon. Je vous remercie. Petite question que je pose à tous mes intervenants à la fin des entretiens. Une œuvre, un coup de cœur artistique récent que vous avez, que vous voulez partager à nos téléspectateurs? Alors, je voudrais partager 2 coups de cœur parce qu'ils illustrent bien justement cette créativité du spectacle vivant et ce travail de création d'œuvres qui vont aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Il y en a un, c'est la pièce de Michalik, Une histoire d'amour, un merveilleux spectacle qui tient compte de l'actualité sociale et qui est vraiment une histoire d'amour, qui relate une véritable histoire d'amour. Et Laurence d'Arabie, qui est là, je veux dire, un spectacle qui est issu d'un producteur privé, comme d'ailleurs Une histoire d'amour, et qui a une vocation, je dirais, historique, éducative, et qui est en même temps un très beau spectacle. Donc pour moi, ça explique bien ce vers quoi on va dans le spectacle vivant privé, au niveau théâtral notamment, et qui montre bien toute la richesse qu'il peut y avoir quand le talent est au rendez-vous. Merci Philippe Chaplon, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme média indépendant, nous en avons très besoin. Nous ne vivons que grâce à vous. Merci d'avance. Bonne journée à vous.